Mesdames et messieurs, la conférence va bientôt commencer, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas de place assise, on va vous demander de rester le plus possible sur les côtés pour qu'on puisse circuler, notamment ceux qui font des photos. Merci. Voilà, la conférence va commencer. Dominique de Villepin, qui a été ministre de l'Intérieur, Premier ministre. On est dans un monde extraordinairement inquiétant. Du gouvernement israélien, qui est aujourd'hui emporté par un hubris après la barbarie du 7 octobre. On a le sentiment que ce sommet de l'OTAN ressemble davantage à un sommet des Carpettes. Donald Trump n'a pas réussi une seule opération sur la scène internationale. Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Nous sommes les gardiens d'une conscience. Et nous sommes au milieu. Nous sommes le champ de bataille entre l'Est et l'Ouest. C'est qu'on doit devenir une puissance. La seule puissance d'équilibre dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'Europe. La politique, ça commence par le respect. Et 4 fois, maintenant la 5e, que Emmanuel Macron balaye d'un revers de main ce qui est la réalité du paysage français, De nous préserver de cette folie de la droite, de la gauche radicale. Je ne rêve pas d'une fonction, je rêve d'aller au bout d'une mission. Mesdames, Messieurs, à tous nos habitués, je dis bonsoir. Et à tous ces nouveaux visages qui découvrent les conférences tribunes, je dis bienvenue. Merci d'être si nombreux. Bienvenue dans ce nouveau cycle de conférences qui courra jusqu'à décembre. Nous avons l'honneur de l'ouvrir en présence de Monsieur Dominique de Villepin. Un grand merci, monsieur, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Notre invité a été, entre autres, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur et Premier ministre. C'est pourquoi, allant de 2003 à 2025, il est l'heure de décortiquer et de comprendre ces moments qui font l'histoire, les problèmes qui sont les nôtres et les perspectives qui se dessinent. Cher public, je vous invite à faire avec nous de ces rendez-vous tribunes un moment marqué par la curiosité et la réflexion. En ce début de conférence, nous remercions nos partenaires, BNP Paribas Banque Privée, l'ESCP et le cabinet 8 Advisory. Nous vous demandons de bien vouloir mettre vos téléphones en silencieux et nous vous informons que toute sortie est définitive pour le bon déroulé de la conférence. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée en notre compagnie. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, chers étudiants, comment allez-vous? Comment allez-vous? Voilà, Monsieur le Premier ministre, comment nous accueillons, vous savez, nos invités à l'ESCP de manière chaleureuse. Bienvenue à l'ESCP. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, c'est la plus ancienne, la première école de commerce au monde, créée en 1819 par un groupe d'entrepreneurs. Voilà, et donc je tiens, parce que ce n'est pas aux États-Unis, parce que vous savez, on dit que c'est Wharton qui a été la première école de commerce au monde. Non, Joseph Wharton a visité l'école en 1871 et 10 ans après a créé la Wharton School à Pennsylvania. Voilà, juste pour vous dire que l'importance, l'institution de l'école, et vous dire aussi que l'école, c'est la plus internationale des écoles. C'est la plus parisienne des parisiennes, comme vous savez.
Et puis, c'est la plus européenne des Parisiennes, vous avez compris, monsieur le Premier ministre. Donc, vous voyez, juste vous donner le sentiment de l'Europe ici au cœur de Paris et au cœur de l'Europe, c'est l'ESCP. Vous dire aussi que, monsieur le Premier ministre, nous avons quelques éléments qui nous rassemblent. Et comme j'adore les E, le premier, c'est l'engagement. L'engagement, votre engagement au service de l'État, au service de la société. Ariane a rappelé vos plusieurs fonctions ministérielles, etc. Et nous aussi, c'est l'engagement. L'engagement, c'est servir, inspirer la société. C'est vraiment préparer ces futurs leaders responsables engagés pour mieux servir, inspirer notre société. Donc ça, c'est le premier point commun, monsieur le Premier ministre, qui nous rassemble. Le deuxième point qui nous rassemble, évidemment, c'est l'expertise. Alors, vous avez plusieurs expertises. J'en noterai que 2. Vous avez été avocat, grand avocat, pour mieux servir. Vous avez été, évidemment, l'expertise internationale. Qui n'a pas rappelé votre audace, je crois, en 2003, à l'ONU, contre la guerre de l'Irak. Mais nous aussi, nous avons l'audace. Cette expertise internationale, vous savez, nous avons géopolitique. Là, j'ai le professeur Maxime Lefebvre qui dirige notre master Business et Diplomatie. Et notre audace, vous savez, monsieur le Premier ministre, c'est de créer une université européenne de management, la première, avec évidemment notre école de commerce, enrichie en 2027 de ESCP, école de technologie, parce que nous voulons être la MIT européenne. Et en 2029, ESCP, école de gouvernance, parce que nous voudrons être la Kennedy School d'Harvard européenne. Donc vous voyez, c'est cette audace, cette expertise que nous souhaitons mettre en œuvre. Troisième point qui nous rassemble, monsieur le Premier ministre, l'éthique humaniste. Donc les 3 E, donc engagement, expertise, éthique, humaniste. Vous avez créé, monsieur le Premier ministre, la France humaniste. Vous savez, l'humanisme, c'est au cœur de l'ADN des valeurs de l'école. Et d'ailleurs, nous avons l'IDEM. Inclusion, diversité, excellence, mérite. L'inclusion dans la diversité doit aller avec l'excellence, avec les mérites. Et que ces valeurs de l'humanisme vont de pair avec l'ouverture, la tolérance, mais aussi l'humanisme en termes de développement de savoir, le développement personnel. Et ça nous tient à cœur. Je tiens évidemment à remercier Tribune, en particulier Ariane Bellet, la présidente, avec toute l'équipe, les membres du bureau. Évidemment, Charles qui va vous faire le portrait pertinent et impertinent. Ça, c'est la tradition de l'ESCP. On va voir s'il y a de l'impertinence et que peut-être que ça va passer assez à vous. Donc, un mot à chère Anne-Elisabeth Lemoine. Et également, évidemment, Alix et Valentin qui va vous interviewer. Ce qui est important, monsieur le Premier ministre, ici, c'est que tout est ouvert. On a droit à toute question et attendez-vous à ce débat vraiment chaleureux, passionné, passionnant, grâce à vous. Et je vous remercie vraiment de votre présence ici ce soir avec justement nos élèves et nos collègues nombreux ici ce soir. Donc je vous souhaite un excellent débat et de conférence. Merci beaucoup. C'est bon. Il est des exceptions qui confirment la règle. Ce soir, Tribune a voulu vous surprendre et invite un homme, un politique et un gaulliste. Encore un, me diriez-vous. Et vous trahiriez, car pour notre plus grand bonheur, il a suffi de 5 heures pour remplir un Jacques-Cœur. Notre invité est donc bien plus que ça. Le portrait de ce soir est de ces tableaux flous que l'on veut voir en vrai pour en avoir le cœur net. Ces traits vous sont familiers. Vous l'avez vu enfant à ce repas de famille. Vos parents vous en ont parlé, mais son lien, impossible à expliquer. Voilà une soirée pour le rencontrer. Monsieur,
bienvenue à ce repas de famille. Buvez à notre coupe, vous mangerez à nos frais, vous êtes notre invité. Si je dis cela, c'est que vous êtes déjà un peu de notre famille. Vous êtes comme un lointain cousin, comme un enfant prodigue. Vous nous revenez de loin et pourtant sans fatigue. Tout commence en -3 avant Suez. En ces temps-là, le rouge était présent à l'Est, mais aussi à la table des petits écoliers. On faisait exploser autant de bombes A que de gouvernements, et OSS 117 était envoyé au Caire pour diriger la SCEP. Heureusement, René Coty, notre Raïs à nous, s'apprêtait à présider la France. Votre avenir ne doit sans doute rien au hasard. Vous avez grandi dans le monde et vécu dans l'histoire. Après Rabat, New York, Caracas, Toulouse. Mais l'excellence. Baccalauréat à 16 ans, décroché en candidat libre avec mention s'il vous plaît, puis la triplette Assas, Sciences Po, ENA. Et déjà, vous y rencontrez dans la promotion Voltaire 2 de vos frères de ce soir, François Hollande et Ségolène Royal. Vous nous revenez de loin, vous nous revenez d'un temps où nous étions enfants. Un temps obscur pour les uns, légendaire pour les autres. D'un temps où il y avait encore la gauche, où il y avait encore la droite, et puis la gauche, et puis la droite, où la gauche s'attaquait à la valeur travail, où la droite s'engouffrait dans un problème fiscal. C'était le bon vieux temps. Et dans cette légende des siècles, dont nous ne sommes nous autres que des personnages d'épilogue, je vous honore d'un triple héroïsme. Je vous prête un peu des noms d'Antès. France, votre amour. Suez, votre ennemi pour toujours. Après l'ENA, vous entrez au Quai d'Orsay. Pour donner le ton à nos sképiens, entrer au Quai d'Orsay, ça ressemble un peu à une intro au Quater, le bar de l'école, dont l'odeur chargée et le sol collant se mêlent aux bousculades. En bref, une affaire étrangère, c'est bruyant, ça pue, ça colle, mais on aime ça. Au Quai d'Orsay, donc, vous vous épanouissez. Vous rencontrez alors frère Alain Juppé, je dis frère pour dire précédent invité, dont vous devenez directeur de cabinet. Et dans la suite, que je fais courte ici, vous nouez une amitié profonde avec Jacques Chirac. Et lui, devenu président de la République, vous devenez secrétaire général de l'Élysée. À sa réélection en 2002, on vous confie les clés du bar, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Ce bar, c'est une affaire de famille. Voyez plutôt, vous succédez à un certain Hubert Védrine, reçu ici l'année dernière par 2 fois, et précédé Michel Barnier, pas encore reçu, mais déjà tribunard. Enfin, vous tenez votre revanche. Préparée par 1000 soins, revenue elle-même dès 47 ans depuis Suez, votre vengeance détonne. De quel bois étiez-vous chauffé, monsieur? Qu'aviez-vous mangé ce matin-là? Aviez-vous mis le lait avant ou après les céréales? Dans votre exception régulière, monsieur, ce plat qui se mange froid, vous l'avez réchauffé. Saisissant le micro, relevant la tête, le regard perçant 2000 ans d'histoire. C'est tout ce qu'est, ce qu'a été la France, qui réplique à travers vous. Un camouflet pour l'Amérique? Mieux, une petite claque élégante. Le comte de Montévillepin, en David, vient de vaincre Goliath. Par cet instant de février 2003, que je crois nous avons tous de manière innée dans nos mémoires, vous entrez dans l'histoire. Vous tenez cela de Mazarin. On vous prête souvent une influence intime sur le président Chirac, une influence de l'ombre discrète, fidèle, efficace. Et voilà que dans votre ambition toute mazarine, vous êtes nommé Premier ministre. Cet homme du fond de la cour, vers lequel vous avancez solennellement, qui vous sourit, malicieux, la silhouette courbée, une réplique toujours prête dans la bouche, une énergie folle qu'il contient à peine, c'est Jean-Pierre Raffarin. Nous y voilà, notre père fondateur, Papa Raffarin. La famille est presque réunie. L'exception qui confirme la règle. Vous n'avez jamais compris cette expression, non? Moi non plus. Mais en voici l'auteur. Car ce qui frappe chez vous, c'est que vous avez toujours été où l'on ne vous attendait pas. Monsieur de Villepin est gaulliste, mai 68 tard. De droite, mais pour la taxe Zuckman. Premier ministre, mais baissant la dette. Pas mal, non? C'est français. Mais dans ce qu'on prend trop souvent pour inconstance, je vois plutôt une double constance. Vous êtes du sang du Cid. Car ce mètre 91 d'histoire présenté devant nous ce soir, c'est encore une grandeur d'honneur et de noblesse. Non pas noblesse de cour, mais bien noblesse de cœur. Vous avez certes la verve de Corneille, mais je vous donne Rodrigue pour ses valeurs,
pour sa bravoure, pour son honneur, pour son amour. Vous nous revenez de loin, et j'ai dit sans fatigue. C'était il y a 2 ans. Pressé injustement par un de ces revers de l'histoire que la vie nous réserve, éveillé en un matin d'automne par ces bruits sourds qui cavalent et qui tonnent, projetant dans si peu d'espace politique votre obscure clarté, vous reprenez la lumière et Gaza défendez. Villepin de gauche, Villepin de droite, en même temps, non. Villepin tout court. La force de notre invité, c'est encore son honneur et sa fidélité. Alors, à une lettre d'LFI, son parti fou, c'est la France humaniste. Et quand on lui lance « Et alors, 27 ?» notre chevalier répond « Va, je ne te hais point. » Et c'est une vieille association, Tribune, d'une vieille école comme la nôtre, l'ESCP, qui a connu Olivier Blanchard, Michel Barnier, Jean-Pierre Raffarin. Une asso qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'elle doit aux grands hommes que la patrie reconnaît. Fidèle à ses valeurs, elle veut vous accueillir chaleureusement. Le tour de table est passé, nous nous sommes présentés. Dans quelques instants, il vous faudra parler. Dans la famille Tribune, nous avions eu le père. J'ai voulu le prodigue. Nous avons vu ses frères, mais jamais sans fatigue. Nous vous avons voulu, 20 ans de peine après. Nous vous avions perdu, vous voilà retrouvés. Je vous remercie. Avant de commencer, souhaitez-vous réagir au portrait que Charles vient de vous dresser? Pardon? Souhaitez-vous réagir au portrait? Je suis un peu sourd d'oreille. C'est talentueux, c'est incontestablement talentueux. C'est d'autant plus agréable à entendre qu'il n'y a pas de vice caché, ce qui est rare dans ces exercices. L'indulgence peut apparaître comme une forme de compromission, mais quand il s'y adjoint le talent, c'est au contraire un gage de générosité. Donc bravo. Bravo et surtout ne vous lancez pas dans les affaires. On peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Au cours du temps, et malgré un certain recul de la vie politique au cours des 10 dernières années, vous êtes resté une voix écoutée du débat public, notamment sur les questions internationales ou sur l'avenir de notre démocratie. Le 23 juin dernier, vous officialisez votre retour en annonçant la création de votre propre parti politique, la France humaniste, un mouvement d'idées et de citoyens, pour vous citer, dont vous êtes le président d'honneur. À ce jour, Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos ambitions et priorités concernant ce parti ? Merci de commencer par ce qui constitue le choix que j'ai effectué il y a quelques mois et qui s'inscrit dans un double souci. D'une part, prendre la mesure de la situation qui est la nôtre, un monde dangereux, une France déboussolée, qui perd ses repères, et une France divisée. Et ce qui m'a guidé, c'est une chose toute simple, qui tourne autour d'un mot très simple lui aussi, qui est l'impossibilité de faire face aux défis qui sont les nôtres, tant intérieurs qu'extérieurs, qui aujourd'hui ne sont finalement que des défis liés. L'impossibilité donc de faire face à ces défis sans entreprendre ce qui est un immense chantier, qui est celui de la réconciliation. Il y a une division française qu'incarne parfaitement la politique, mais qui se retrouve aussi au cœur de la société, fracture sociale, fracture territoriale, fracture culturelle, fracture identitaire, qui est sans doute aujourd'hui la première des fractures françaises, et qui est aussi un élément que nous retrouvons chez nos voisins, au Royaume-Uni, l'Allemagne, où les mouvements populistes prolifèrent, et qui gagnent l'ensemble des pays européens.
Donc la réconciliation, parce que je crois qu'un peuple ne peut relever aucun défi s'il n'est pas capable de se retrouver. Il faut donc aujourd'hui non seulement se retrouver, mais il faut aussi inventer un commun, quelque chose qui nous rassemble dans la diversité des origines de chacun, quelque chose qui nous rassemble, qui soit plus grand que la somme des individualités qui nous composent. Donc, je pense que c'est un immense défi et j'ai choisi comme boussole l'humanisme parce que c'est une vieille tradition française. C'est un idéal français aussi. Non pas que je sois convaincu que l'homme soit la mesure de toute chose, parce que nous vivons aujourd'hui à l'heure écologique, à l'heure de la rareté, et nous savons que nous ne sommes pas le centre du monde. Nous ne sommes pas la mesure de toute chose. Il y a à côté de nous toute une série de biens communs, toute une série de membres du vivant qui vivent avec nous et qui sont indispensables à cette chaîne du vivant. Je fais des réponses longues, hein, c'est vrai. Et donc l'humanisme, parce que je crois que cette démarche qui doit être une démarche d'humilité, une démarche d'humanité et une démarche de vérité nous oblige à laisser de côté tout ce qui a, par accumulation, fait les artifices de la vie française. En politique, par exemple, l'esprit de cour, l'ambition irrépressible de chacun de se croire un destin. Je ne sais pas où va s'arrêter la liste des candidats à l'élection présidentielle, mais c'est à vous dégoûter d'être candidat. Et donc cette débauche et cette absence de limite est la marque de l'époque. Cet illimitisme, dont les États-Unis sont aujourd'hui les grands représentants, chacun n'est plus capable de se situer par rapport à l'autre, tant l'individualisme nous déborde. Et le pendant de l'individualisme, et c'est particulièrement grave dans le cadre de la société française, le pendant de l'individualisme, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'on est à la fois débordé par les individualités qui nous entourent et en même temps on se sent très seul. Et il manque à tous le sentiment d'un destin français. Or moi, ce qui m'a passionné dans la vie, ce sont les aventures de la vie, ce sont les combats de la vie, c'est ce qui nous dépasse. Avoir la chance de diriger le Quai d'Orsay, Matignon, l'intérieur, avoir la chance de participer à des grandes missions diplomatiques, c'est tout un coup la responsabilité d'avoir à mener un combat et d'entraîner des hommes et des femmes pour relever des défis. Ça, je trouve que c'est sans doute la plus grande exaltation de la vie dans des sociétés où on a plutôt tendance à regarder son compte en banque à la fin du mois pour apprécier la réalité de ce qu'on a bien fait ou mal fait. Vous venez de parler de destin. Lundi, quelques heures après l'annonce d'une première partie de son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis à Emmanuel Macron sa démission. Les gouvernements se succèdent, alors même que la mise en œuvre des réformes budgétaires, sociales, environnementales nécessite une stabilité dans l'exercice du pouvoir. Selon vous, comment la France peut-elle sortir de l'impasse politique actuelle ? Alors, il faut regarder les choses en face. D'abord, nous sommes devant 4 grands scénarios qui se présentent politiquement. Le premier que j'exclus, même si on a été habitué à voir des choses tellement étonnantes dans les derniers mois et les dernières années qu'il ne faut jamais rien exclure, c'est le passage politique en force. Ce serait un président de la République qui, confronté à des blocages, se dirait il y a un petit article de la Constitution particulièrement sympathique et qui n'a pas été utilisé depuis des années, c'est l'article 16, qui me confère à moi, président de la République, des pouvoirs extraordinaires, eh bien, profitons-en pour remettre un peu d'ordre dans le pays. Et donc, gouverner avec cet article par ordonnance, au mépris de la représentation nationale et de tous les corps intermédiaires. J'exclus cette possibilité. Deuxième, c'est de donner une nouvelle chance à la représentation nationale en essayant pour la 4e fois de tenter de constituer un gouvernement. Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, donc un Lecornu bis, première hypothèse, qui se situe alors non plus dans Lecornu, je l'avais affectueusement qualifié de toutou, donc non pas le Lecornu d'Emmanuel Macron, mais un Lecornu
qui prendrait toutes ses responsabilités et qui accepterait, face au président de la République, de porter une politique qui ne serait pas un pâle reflet de la politique macroniste qui a échoué et en tout cas que les Français ont rejeté en 2024. Dans ce contexte-là, ça veut dire une cohabitation. La cohabitation, première version, serait donc possible à partir du centre ou de la droite. C'est l'hypothèse d'un gouvernement qui serait dirigé par Bruno Retailleau ou par un Lecornu regonflé. Deuxième hypothèse de cohabitation, alors du centre-gauche, avec des forces de gauche, et qui marquerait la volonté de solder le macronisme. Et le symbole de cette solde, ce n'est plus le 49-3, puisque Lecornu s'est engagé à le retirer, en tout cas ne pas l'appliquer. Ce serait alors l'abandon de la réforme des retraites. C'est un très gros morceau dans le bilan d'Emmanuel Macron, donc on peut imaginer que ce n'est pas quelque chose de simple, même si la fin d'un quinquennat vaut bien une messe. Donc, dans ce contexte-là, deuxième hypothèse, cohabitation. Troisième hypothèse, c'est la dissolution. Et quatrième hypothèse, c'est la démission. J'ai la faiblesse de penser que et la démission et la dissolution altéreraient profondément nos équilibres institutionnels et porteraient atteinte assez négativement à notre vie démocratique. La dissolution, pourtant, c'est le retour au peuple. Donc en ça, c'est une vertu. Mais le problème de la dissolution, c'est quand elle se situe, ce qui n'était pas le cas de la plupart des autres dissolutions, hormis celle de 2024, quand elle se situe dans un contexte tragique, c'est-à-dire avec le risque de voir arriver le Rassemblement national au pouvoir, eh bien, il faut y réfléchir à deux fois. Là, il y a la quasi-certitude d'avoir un Rassemblement national, soit avec un nombre de sièges existants, autour de 220-230, soit beaucoup plus, voire même peut-être la majorité. Donc là, je pense que c'est un risque très difficile, très lourd à porter, et que quand on est président de la République, on ne s'amuse pas avec ça. Deuxième hypothèse, dernière hypothèse, la démission du président de la République, là aussi. Imaginez que ce précédent fasse jurisprudence et que dans 3 ans, 4 ans, nouveau président, nouvelle crise sociale type gilet jaune, toute la classe politique se précipitera pour dire démission. Donc nous allons rentrer dans un symptôme ou un syndrome qui a été celui de la 4e République, c'est-à-dire la tentation à la première difficulté, et beaucoup des couples modernes connaissent ça, de jeter l'éponge. Le divorce devient alors la réponse automatique à toute difficulté, avant même toute tentative de conciliation. Donc je crois que notre politique a d'abord besoin, avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, d'apprendre le compromis, d'apprendre le dialogue, d'apprendre à vivre les uns avec les autres, écouter les uns les autres. C'est pour ça que la boussole dont j'ai parlé tout à l'heure, la réconciliation sociale, culturelle, économique, est importante. Et je termine sur ce point. Nous sommes dans un pays à ce point d'exaspération culturelle et politique. Ne l'oublions pas, il y a aujourd'hui dans le monde un développement de guerre culturelle, de guerre civile culturelle, qui constitue un vrai facteur d'inquiétude. C'est le cas des États-Unis. Est-ce que nous voulons que l'Europe soit gagnée par ces guerres civiles culturelles qui pourraient détruire nos sociétés? Nous sommes à un moment où la recherche de boucs émissaires est permanente. Vous ouvrez un journal, vous ouvrez la télé, vous regardez un débat politique. La logique du bouc émissaire, la logique de l'essentialisation. On ne parle pas à une personne, on parle à quelqu'un qui devient porteur et symbole de quelque chose, quand on n'est pas du même bord, qui est odieux. Bouc émissaire donc pour le Rassemblement national des immigrés. Bouc émissaire quand on est droite républicaine, des fonctionnaires et des immigrés. Bouc émissaire quand on est de gauche, les riches. Une société qui vit à coups de bouc émissaire est une société qui ne peut pas avancer. Parce qu'elle rentre dans une logique de destruction, d'implosion, d'autodestruction qui est extrêmement grave. Alors, je me permets juste, la France a-t-elle le temps d'apprendre le dialogue ? Alors c'est une excellente question. C'est une question qu'on peut d'ailleurs poser à tous les âges. Quand on a un enfant de 4 ans, est-ce qu'on prend le temps de lui expliquer pourquoi
alors que pour la 150e fois, il vous poursuit avec un énième pourquoi. Je pense que le temps d'apprendre, c'est un temps qui n'est pas réservé à un âge de la vie, c'est un temps qui est nécessaire à tous les âges de la vie, mais dont le cocktail, le mariage avec d'autres exigences, évidemment dépend des circonstances. En période de crise, il faut aussi être capable d'entraîner. Et la crise, prenons une période qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui, parce que beaucoup de très bons livres à revisiter. Moi, quand j'avais votre âge, c'était l'époque, au début des années 70, où sont sortis successivement le grand livre de Paxton sur la collaboration, la France de Vichy, et Le chagrin et la pitié. Aujourd'hui, ressortent un grand historien Joly qui vient de sortir un livre, là aussi, revisitant la France de Vichy. C'est notre histoire. Quand on dit que le Rassemblement national n'a jamais été au pouvoir, je m'excuse, la droite radicale a déjà été au pouvoir dans cette période-là de notre histoire. Elle n'est pas en dehors de nos mémoires. Et je dis ça sans porter atteinte du tout et sans faire procès d'intention à ceux qui dirigent aujourd'hui le Rassemblement national. Donc, apprendre en période de crise, c'est poser des noms, donc nommer des situations. C'est pour ça qu'il était tellement important, au moment de la guerre d'Espagne, de nommer ce qui se passait en Espagne en 1936. C'est pour ça qu'il était si important, à Gaza ou en Ukraine, de nommer. Mais on ne peut pas se contenter, dans les périodes de crise, de nommer. Il faut aussi s'engager. Et je sais que nous sommes dans un temps du monde où, en quelque sorte, il y a dissociation entre l'histoire qui s'accélère et qui galope et l'envie d'engagement quand il est tentant de rester chez soi à regarder une bonne série ou à scroller sur son portable à travers telle et telle plateforme numérique. Et donc, il faut être capable de concilier à la fois la capacité à regarder avec lucidité et à s'engager. Lucidité dont j'ai toujours dans ma vie fait une priorité, et je me permettrai de citer deux références sur la lucidité. René Char, qui est bien connu par son aphorisme, la lucidité, c'est la blessure la plus rapprochée du soleil. Donc c'est dire à quel point la lucidité s'inscrit au cœur de la vie d'un homme ou d'une femme. Deuxième référence, le personnage le plus singulier, le plus fou de la littérature du XIXe siècle, et en même temps le plus talentueux, relisez-le pour ceux qui ne l'ont pas lu ou lisez-le, c'est Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, l'auteur d'Aurélia, l'auteur des Chimères, le plus beau recueil de la poésie française. Et pour ceux qui ne le savent pas, Gérard de Nerval était considéré comme fou par tous ses contemporains. Fou, je dis bien fou. Et Baudelaire, quelques années plus tard, quand il est interrogé sur Gérard de Nerval, qui était une de ses grandes admirations, comme Proust, qui admirait d'abord Gérard de Nerval, on l'interrogeait donc, que pensez-vous de Gérard de Nerval? Et Baudelaire dit de Gérard de Nerval, jugé comme fou par toute la société de son époque, ce qui me frappe chez Gérard de Nerval, sa grande qualité, c'est la lucidité. Et donc, un peu de folie ne saurait nuire. Pour rester dans le thème de la lucidité, vous avez vous-même gouverné. En tant que Premier ministre, vous avez dû faire face à des tensions sociales. Je pense notamment aux émeutes d'octobre 2005, suite à la mort de 2 adolescents qui tentaient d'échapper à un contrôle de police. On peut également citer l'opposition de l'opinion publique au contrat de première embauche, un contrat de travail destiné aux jeunes, visant à flexibiliser le marché de l'emploi et ainsi réduire le chômage chez les jeunes. Pour penser la France de demain, Monsieur le Premier ministre, quels enseignements garderiez-vous de ces moments de tension ? La première chose, c'est d'essayer de prendre la mesure des choses, ce qui est très difficile, parce qu'une des caractéristiques de la responsabilité politique, je pense que c'est à peu près pareil pour un chef d'entreprise, c'est que vous êtes dans la situation d'un acteur de théâtre sur une scène de théâtre, avec 50 projecteurs dans la figure, et que vous êtes le moins bien placé pour voir ce qui se passe. En gros, la salle est noire, par éblouissement. Et donc, l'acteur de théâtre, il avait
malheureusement, l'ubérisation, y compris du théâtre, fait qu'il n'y a plus de souffleurs dans les théâtres. Mais l'homme politique, il est là et il n'entend pas ses conseillers qui lui soufflent à l'oreille telle et telle chose, et qui souvent ne lui soufflent rien parce qu'il ne leur vient rien, tant cela gronde dans la salle. Et donc il doit chercher à trouver en lui la façon de s'adapter, la façon d'inventer, la façon de réagir. Et moi, je me rappelle, par exemple, dans la période du CPE, je réunissais mes collaborateurs, Bruno Le Maire, quelques autres, et je leur disais, mais trouvez-moi quelque chose. Comment on sort de ce merdier ? Vous êtes sur une autoroute, vous êtes à 300 à l'heure, vous voulez croire qu'il y a une porte de sortie d'autoroute, mais vous n'en êtes pas sûr, et vous regardez devant vous, et en même temps, vous cherchez la sortie. C'est très inconfortable d'être au volant d'une voiture dans ces conditions-là. Et donc, il y a des situations où le mur est difficilement évitable, c'est ce qui s'est produit pour le CPE, mais il est toujours possible, toute bêtise faite et toute honte bue, de constater que le point d'arrivée n'est pas celui que vous souhaitiez et que c'est très très difficile d'imposer par la force une réforme sociale. Et donc, ce qui a été décidé en commun par Jacques Chirac et moi a été de suspendre l'application de la réforme et de trouver un mécanisme qui a permis d'essayer de faire vivre, parce qu'on l'a oublié. Le CPE est né de la révolte des banlieues. Le CPE, ce n'est pas une réforme née des problèmes seulement du marché du travail. C'est né du constat que dans un certain nombre de nos villes, de nos cités, toute une partie de la jeunesse était condamnée au chômage. C'était le choix du chômage qui était fait pour eux et qu'on ne leur proposait ni stage, ni emploi. Et donc, pour pouvoir leur donner une chance, il fallait en quelque sorte créer un mécanisme de confiance avec le chef d'entreprise. Et le pari que j'avais fait avec le CNE, qui était le contrat Nouvelle Embauche, qui était un contrat pour les PME, c'était de dire si un chef d'entreprise a eu un stagiaire pendant 1 an, pendant 2 ans, il ne le renverra pas au bout de cette période d'attente. D'autant qu'au bout de la période d'attente, c'était un CDI. Immédiatement, son contrat se transformait en CDI. Donc, cette logique-là, c'était la logique économique, c'était la logique sociale qui était derrière. Évidemment, c'est difficilement compréhensible, difficilement explicable, surtout quand vous êtes en fin de mandat du président de la République, et surtout quand vous avez dans votre gouvernement des ministres un peu indociles, qui ont la bonne idée de se dire qu'ils vont prendre langue avec les syndicats pour faire capoter le projet qui est le vôtre. Donc, dans ces conditions, la lucidité, c'était de retirer ce projet. Et c'est très intéressant parce qu'on se retrouve dans ce schéma sur la réforme des retraites, dans la situation de blocage politique, économique, social qui est celui de la France aujourd'hui. Vous voyez bien que ce qui est sur la table, c'est cette réforme des retraites qui est passée, qui a été non pas votée, mais à coup de 49.3 qui a été adoptée, qui est maintenant à nouveau sur la sellette. Et Elisabeth Borne, aujourd'hui ou hier, va jusqu'à imaginer qu'on puisse suspendre cette réforme, et c'est la demande aujourd'hui du Parti socialiste pour participer à un gouvernement de cohabitation. Donc la question d'une réforme qui n'est pas admise, qui n'est pas acceptée, se pose y compris des mois plus tard, et d'autant plus que nous sortons d'un double quinquennat presque, où les gilets jaunes, c'est une crise qui n'a pas véritablement eu de solution. Le grand débat national, on ne peut pas considérer que c'est la prise en compte. Même les cahiers de doléances sont inconnus d'à peu près tout le monde. Donc il n'y a pas eu d'aboutissement à cette crise des gilets jaunes. Et il n'y a pas eu d'aboutissement à la crise des retraites, puisqu'il y a un sentiment d'insatisfaction, d'amertume chez les Français, d'où l'idée, la demande des syndicats. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que Sophie Binet de la CGT ou Marie-Lise Léon soient des excités. Bien au contraire. Je crois qu'on est dans un contexte où le paysage syndical est particulièrement réaliste. Mais ils considèrent que pour que la société puisse repartir, il faut apaiser. Et cette logique de l'apaisement, ce prix de l'apaisement, eh bien, c'est la capacité à renouer le dialogue. C'est pour ça que je parlais de réconciliation dans tous les domaines,
Nous avons aujourd'hui une société tellement fracturée qu'elle marche vers un affrontement, qu'elle marche vers une logique jusqu'au boutiste, ce qui est particulièrement inquiétant pour les élections de 2027. Vous parliez tout à l'heure de bouc émissaire. Vous dites être favorable à une taxation pour les plus riches. Deux options sont souvent mises en avant sur le sujet. D'une part, l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, qui a été supprimé en 2018, qui est un impôt progressif sur les foyers fiscaux dont le patrimoine excède 1,3 million d'euros. D'autre part, et plus récemment, la taxe Zuckman est mise en avant, Charles en a parlé. Elle prévoit une taxe de 2% sur les patrimoines dépassant 100 millions d'euros. Ces formes de taxation vous semblent-elles adaptées à l'économie française ? Alors, je crois que c'est une excellente question, mais je crois qu'elle pose un problème qui n'est pas celui seulement de l'adaptation. C'est-à-dire que tout le monde se précipite vers des conclusions à partir de ces propositions, mais le premier constat qu'il faut faire, c'est l'incroyable flou qui existe sur l'information en matière fiscale. Donc la première exigence avant d'apporter une réponse pour ou contre un nouvel impôt sur la fortune, soit comme l'ancien, soit remanié, et pareil pour la taxe Zuckman, c'est de savoir de quoi on parle. Quelle est la véritable situation de l'ensemble des Français à tous les niveaux de la hiérarchie et quel que soit le niveau de fortune. Aujourd'hui, il y a toute une série de situations que nous ne connaissons pas. Et l'optimisation fiscale se nourrit de cette opacité. Et ça fait la fortune de tous les spécialistes dans ce domaine qui, évidemment, avocats fiscalistes, arrivent à jouer avec la législation. La vérité, c'est que c'est vrai qu'il y a des situations de très grande fortune qui arrivent à payer peu ou pas d'impôts par la maîtrise de cette complexité fiscale. Donc la première règle, c'est de savoir de quoi on parle. Moi, je pense qu'il faut mettre à plat l'ensemble des situations pour voir si chacun, au prorata de sa fortune, de son niveau de revenu et de son niveau de fortune, est-ce que chacun contribue de manière égale ? En prenant en compte un certain nombre de situations, on cite toujours le cas de telle ou telle start-up ayant particulièrement réussi, qui tout à coup se trouverait en grande difficulté, parce que dans la mesure où, dans une entreprise de ce type, les chefs d'entreprise ne sont pas liquides, vouloir s'en prendre à l'outil de travail, c'est évidemment enlever toute chance à ceux qui en sont les dirigeants de pouvoir s'en sortir. Si on leur demande 20 millions d'euros à sortir en cash à la fin de l'année, ils se retrouveront en grande difficulté puisque toute la fortune qui est la leur, elle est dans l'entreprise. Donc il y a toute une série de spécificités qu'il faut prendre en compte, mais je pense que la règle qu'il faut appliquer de façon très méthodique, et je redis une fois de plus, l'État aujourd'hui ne connaît pas la réalité de la situation fiscale de l'ensemble de ses contribuables. Et donc la règle qu'il faut appliquer à partir d'une connaissance et d'une transparence, c'est celle de la progressivité. Qu'il y ait un impôt sur la fortune qui permette, avec une progressivité, de faire en sorte que chacun puisse faire un effort dans une période particulièrement grave, faire en sorte que des entreprises qui ont des super profits, comme on l'a vu dans les dernières années, ou que les 1800 grandes fortunes qui, dans les 15 dernières années, ont réussi à multiplier par 3, 4, 5, 6 leur fortune, il ne me paraît pas tout à fait ahurissant de ramener ça à la réalité, d'autant qu'on cite souvent l'exemple des États-Unis. J'ai suffisamment vécu longtemps aux États-Unis pour savoir que la comparaison n'est souvent pas à l'avantage des États-Unis en matière fiscale. Donc, une règle de transparence, de clarté et une règle de progressivité qui doit nous conduire à sortir, et vous prenez l'exemple de la fiscalité, mais on pourrait en prendre 100 au sein de la société française, qui nous permet de sortir des querelles théologiques. La France, c'est la capacité à s'écharper sur des sujets théologiques qui deviennent tabous à force d'idéologie. Je crois qu'il faut être pragmatique, il faut regarder les choses, voir si c'est juste. Et je pense que les Français, à partir du moment où c'est juste,
seront tout à fait d'accord pour accepter que l'on prenne des mesures réalistes. Je pourrais vous prendre, mais ce sera trop long, mais l'exemple est aussi intéressant, la façon dont on a géré dans les dernières semaines le présumé avantage des anciens ministres, anciens premiers ministres, anciens présidents de la République. Tout ça à partir de données sorties dans la presse qui sont fausses. Il se trouve que j'étais le Premier ministre, soi-disant ayant profité le plus. Faux. Ça ne correspond pas à la réalité. Mais ça, c'est la France. En France, on ne donne qu'une partie des informations, mais à partir de là, on se lance dans des croisades et on cherche à diviser les uns avec les autres. Moi, je pense que le premier travail de l'État, c'est la clarté. Et je prends un exemple qui nous concerne tous. Quand le rapporteur du Sénat, Fabien Gay, directeur de l'Humanité, a fait son rapport sur les aides aux entreprises, constatant qu'il y avait l'estimation qui était la sienne, 211 milliards qui étaient donnés aux entreprises. Il est arrivé à la conclusion que ces aides, pour l'essentiel, ne faisaient pas l'objet d'une transparence et d'une connaissance approfondie de l'État. Ni de l'État, ni des entreprises, qui ne savaient même pas ce qu'elles recevaient. Dans un pays où on cherche 40 milliards, on a réduit l'ambition. Aujourd'hui, le budget, on cherche 20 milliards. Le fait qu'il y ait 211 milliards qui puissent être donnés sans condition et en absence totale de transparence, ça pose problème. Donc on a un problème aujourd'hui et il faut le régler parce que le consensus ne peut naître que d'une information partagée et acceptée par tous. Je vous propose un petit retour dans le temps. Nous sommes en 2003. Vous prononcez à l'ONU un discours devenu mythique. Vous vous opposez ouvertement à la guerre préventive en Irak souhaitée par les États-Unis et qui s'est soldée par l'échec que vous aviez prédit. Retour dans le présent. Avec plus de 20 ans de recul, votre regard a-t-il évolué, que ce soit sur le fond ou sur la forme de ce discours ? Alors, ce qui est intéressant dans l'engagement de la France en 2003, c'est que je crois que nous ne nous étions pas trompés de point de départ, de point de référence. Jacques Chirac et moi, on était très convaincus que le drame qui se jouait avait très largement pour origine le 11 septembre. Le 11 septembre 2001, l'Amérique subit un traumatisme absolument formidable qui détermine un regard qui ne naît pas à ce moment-là. Parce que les néoconservateurs américains, ils sont déjà actifs dans les années qui précèdent. Mais renforce cette capacité des néoconservateurs à agréger autour d'eux beaucoup de gens qui sont en colère et qui cherchent des boucs émissaires pour expliquer ce drame du 11 septembre. Et en particulier, l'accusation du 11 septembre, qui tient pour une part à une très mauvaise organisation, une très mauvaise gestion de la formation des services secrets américains, ou en tout cas pas de transparence entre eux, mauvaise coordination, conduit donc l'Amérique à chercher des responsables. Premier responsable, bien sûr, c'est les talibans et l'organisation Al-Qaïda. Et puis très très vite, il leur faut quelque chose de plus solide après l'intervention en Afghanistan, quelque chose de plus solide. Et le plus solide, qui les obsède depuis déjà un certain nombre d'années, c'est bien sûr Saddam Hussein, qui depuis 1991 fait l'objet de beaucoup d'attention suite à l'intervention de la coalition après l'initiative de Bagdad au Koweït. Et donc, Bagdad est très vite le point de cristallisation de la haine américaine ou de la volonté américaine de se venger de ce qui se passera, de ce qui s'était passé le 11 septembre, pour essayer de véritablement exprimer aux Américains à quel point ils avaient réussi à écarter un ennemi fondamental. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire se répète. Le 7 octobre se reproduira un schéma, même si le 7 octobre ne ressemble évidemment pas au septembre et toute comparaison serait tout à fait déplacée. Mais le 7 octobre, il y a une volonté là aussi d'éliminer ce qui est considéré comme la source absolue du mal, la source absolue du danger, un terrorisme qui est incarné à travers le Hamas, mais qui a des relais dans toute la région et qui va déclencher tout ce que nous savons depuis le 7 octobre. Et donc, ces événements
et ça c'est quelque chose de très important dans le regard de la diplomatie, de le regard des responsables, il faut être capable de l'agréger à partir d'un point de départ. Et donc, quand nous voyons la volonté américaine se mettre en marche, nous nous posons la question, avec Jacques Chirac, de savoir quel est le meilleur moyen d'enrayer ce qui semble être une marche inéluctable vers la guerre. Et le moyen qui paraît le meilleur, et d'ailleurs avec le concours de la politique américaine, puisque George Bush, en septembre 2002, accepte de passer par les Nations Unies, accepte de parler avec les Nations Unies, et donc nous enclenchons une logique diplomatique avec une résolution, la 1441, qui est négociée, adoptée par consensus international et qui prévoit des inspections qui sont l'outil de la diplomatie internationale, l'outil de la sécurité collective pour vérifier s'il y a ou non des armes de destruction massive. Et c'est parce que l'Amérique a le sentiment qu'elle doit, quoi qu'il arrive, et quel que soit le travail de ces inspections, et alors même que ces inspections donnent les résultats que nous attendions, c'est-à-dire une participation de Saddam Hussein à la bonne marche de ces inspections, eh bien, en dépit de cela, l'Amérique se met en marche pour intervenir. Et donc, le combat pour nous devient alors, faut-il ou pas s'opposer ? Est-ce que l'amitié avec les États-Unis ancestrale doit nous conduire à fermer les yeux, ou est-ce que le multilatéralisme et le risque d'une cassure du monde doit nous conduire à livrer bataille diplomatiquement pour qu'historiquement il soit dit que face à cet engrenage qui se dessine dans le monde arabe, eh bien la France, avec quelques autres pays, en l'occurrence l'Allemagne, la Russie et quelques autres, eh bien aura été jusqu'au bout pour empêcher et délégitimer l'acte des Américains et de la coalition. Puisque, au bout du compte, même si nous n'avons pas empêché l'intervention américaine et britannique et des autres pays de la coalition, l'Amérique n'a pas pu obtenir un vote au Conseil de sécurité et nous avons réussi à rallier la majorité du Conseil de sécurité contre l'intervention américaine. Est-ce que vous estimez que les États-Unis ont fait payer à la France ce choix ? Alors, ils ont voulu, ça a été exprimé par Condoleezza Rice de la façon la plus claire, il faut punir la France, il faut pardonner à l'Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, la logique américaine est restée la même, mais c'était tellement stupide que ça n'a pas duré. Donc, il y a eu un certain ressentiment. Si je puis dire, le point fort de cette histoire, c'est quand Joe Biden s'adresse à Benjamin Netanyahou après le 7 octobre, pour lui dire ne fais pas la même erreur, Bibi, ne fais pas la même erreur que nous. Nous avons cédé à la volonté de vengeance et nous nous sommes trompés. Et le désastre de l'Afghanistan et de l'Irak doivent nous servir de leçon pour éviter cette logique et cet engrenage de la violence et de la force qui ne conduit nulle part. Donc je crois que de ce point de vue-là, l'administration américaine, sans reconnaître de quelconque mérite à qui que ce soit, a tiré, a réfléchi sur ces événements pour essayer d'en tirer la leçon. Une dernière question avant de passer au questionnaire de Proust par Taïb. Dans un essai sur votre livre « Le pouvoir de dire non », paru cette année, vous dites que nous sommes pris dans une accélération prodigieuse de l'histoire, tel un train fou lancé à pleine vitesse. La France, qui siégeait en première classe de ce train, moteur de l'histoire, est-elle aujourd'hui, selon vous, déclassée ? Alors là, vous faites référence à une réflexion, une phrase d'un auteur qui m'accompagne depuis longtemps, qui est très important, qui est Walter Benjamin, qui constate dans l'entre-deux-guerres que nous sommes ainsi pris par ce train fou de l'histoire. Et il fait référence évidemment à Marx, à Karl Marx, pour qui l'histoire était ainsi portée par des forces extrêmement brutales qui la guidaient. Je pense que nous sommes aujourd'hui à un moment de vérité pour notre pays. Et c'est pour cela que je m'engage aussi fortement, parce qu'au premier chef, ça concerne vous, notre jeunesse. Le monde dans lequel nous entrons ne ressemblera pas au monde que j'ai connu. Je vous donne un exemple, un enjeu qui pour moi est déterminant.
Nous avons vécu depuis 1945 dans un pays libre et un pays souverain. On a pu avoir dans ce pays des présidents différents, Général de Gaulle, François Mitterrand. Mais c'est le peuple français qui a choisi. Mon inquiétude, c'est que ce ne soit plus le cas d'ici quelques mois ou quelques années. Pourquoi ? On a beaucoup parlé, le directeur a beaucoup parlé de l'Europe. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Europe, au cours des derniers mois ? Les États-Unis nous ont soumis à une pression des tarifs douaniers et donc à une augmentation substantielle, 15%. L'Europe n'a pas réagi. On a tous en mémoire cette image d'Ursula von der Leyen en Écosse, au bord d'un terrain de golf, avec Donald Trump qui se moque d'elle sans qu'elle s'en rende compte, ce qui est toujours embêtant, la traitant de la femme la plus puissante du monde. Il était assez évident que c'était ironique, mais je ne crois pas qu'elle s'en soit rendue compte. Et donc, cette bataille des tarifs douaniers n'a pas eu lieu. L'Europe a accepté ces 15% en se disant, bah après tout 15% pour solde de tout compte avec un président incontrôlable américain, c'est peut-être mieux, et ne disons rien. Résultat, nous sommes en train d'être battus en brèche sur le plan de notre souveraineté numérique et technologique sans livrer combat et sans même que nos concitoyens en soient informés. C'est-à-dire que nous avons des instruments de régulation européens, le DMA, le Digital Market Act, et le DSA, Digital Service Act, qui sont là et dont nous ne nous servons pas pour limiter la progression des plateformes américaines. Comme nous ne sommes pas servis de l'outil anti-coercition qui nous aurait permis de faire front face à l'augmentation des tarifs douaniers. Et donc, dans le domaine des services numériques, on ne bouge pas, pas de combat. Il faut savoir que derrière l'offensive des plateformes américaines, il y a un enjeu majeur, puisque sans le marché européen, qui est le principal marché mondial en matière de services numériques, sans le marché européen, eh bien, le business plan des plateformes américaines serait sérieusement compromis. Et derrière les services numériques, il y a la capacité à peser sur les esprits de chacun et de chacune d'entre nous. Pourquoi ? C'est par le biais des algorithmes que les messages les plus insidieux passent, qui nous conduisent peu à peu à regarder le monde non plus tel qu'il est, mais tel qu'on voudrait nous dire qu'il est. Et donc nous rentrons dans une logique d'inter-réalité, ce qui implique qu'on pourrait imaginer que la France ne réagisse pas devant des transgressions considérables de notre vie commune en matière de liberté, en nous donnant bien sûr en gage plus de sécurité, plus d'autorité. Il se trouve malheureusement qu'en Europe, un certain nombre de pays seraient prêts à accepter plus de sécurité, plus d'autorité pour prix de moins de liberté. Et tout ceci est possible aujourd'hui donc à travers les plateformes numériques. Il y a une troisième souveraineté qui est essentielle et que nous sommes en train de perdre. C'est la souveraineté financière. Et elle nous concerne là aussi tous. Aujourd'hui, à côté des monnaies que nous connaissons tous, qui sont des monnaies d'État, se développent des monnaies numériques, les digital currency, là aussi, monnaie souveraine de banque centrale. Mais il y a une autre monnaie qui est en train de se développer, qui est la stablecoins. Le stablecoins a pour particularité, c'est que c'est une monnaie qui est déterminée à partir du dollar, avec un taux fixe et un coût égal à zéro, ou proche de zéro, contrairement à une transaction bancaire qui a, du fait de ce que prend la banque pour se nourrir, évidemment un différentiel beaucoup plus grand. Et ça veut donc dire que nous allons nous retrouver dans les prochaines années, par le développement du web et de la financiarisation de ce web et le développement de ces monnaies dans la main des grandes plateformes et de grandes entreprises, complètement assaillies par ces nouvelles monnaies, et en particulier le stablecoins. Et nous allons constater qu'un stablecoin, eh bien, parce que c'est lié au dollar, il bénéficie du statut juridique du droit américain.
Et donc l'extraterritorialité du droit américain s'appliquera à tous ceux qui utiliseront cette monnaie. Autant dire que nos banques verront immédiatement leur modèle financier lourdement grévé, compromis, et que l'on aura notre système financier européen qui sera en grande difficulté. Ce combat-là, personne n'en parle. Et je ne parle même pas de la perte de souveraineté à la suite de l'affichage par Donald Trump des 5%, qui nous conduit aujourd'hui à marche forcée à acheter des armements américains. Donc c'est pour vous dire que le risque de vassalisation, il est considérable. Quel est le point d'entrée de ces nouveaux empires? La Russie ou, surtout aujourd'hui, les États-Unis. Je termine. Le point d'entrée, c'est les partis populistes. C'est les droites radicales en Europe. Et c'est pour cela que le jour où la droite radicale gagne en France, le jour où elle gagne au Royaume-Uni, le jour où elle gagne en Allemagne, l'Europe a basculé. Nous sommes une colonie, nous serons une colonie des États-Unis, sous perfusion et sous influence. Regardez la façon dont la Russie est en train de nous accoutumer à petite moyenne dose à des vols sur le territoire européen, à des drones qui, de plus en plus nombreux, viennent visiter un certain nombre d'installations. Tout ceci se fait par petites piqûres d'accoutumance dont la plupart d'entre nous ne sont pas conscients. Mais à la fin, quelle est la conséquence? Eh bien, la France ne sera plus la France. L'Europe ne sera plus l'Europe. Alors évidemment, je sais que pour un certain nombre d'entre vous, ici ou en dehors de cette salle, les paroles que je tiens sont celles d'un vieux con qui cherche à motiver chacun face à une réalité qui va trop vite pour qu'on puisse s'en inquiéter à la mesure de ce que cela représente. Mais malheureusement, c'est la vérité d'un monde où ceux qui nous dirigent ne remplissent plus leurs responsabilités. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui faire confiance à un ministre, à un Premier ministre, à un président de la République pour lui déléguer votre avenir. C'est vous comme citoyen, et c'est ça, j'allais dire l'espoir peut-être, mais en même temps l'immense responsabilité qui nous incombe à tous, c'est qu'aujourd'hui, on est chacun maître de notre destin, individuellement et collectivement. Et le malheur, c'est qu'on est dans un monde, contrairement à ce qui se passait en 1789, en 1848, au moment de la Commune, il n'y a pas le son du canon pour vous prévenir qu'il se passe quelque chose de grave. Je dirais, ça se passe en silence. Quand vous êtes au bord d'une piscine, c'est un petit conseil que je vous donne, une des caractéristiques d'un enfant qui se noie, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est qu'il plonge comme une pierre. Un enfant sans surveillance sur le bord d'une piscine ne pousse pas un cri, il coule. Eh bien, c'est pareil pour un État, et c'est pareil pour l'Europe. Nous sommes en train de couler silencieusement. Merci beaucoup pour ces réponses, Monsieur le Premier ministre. Nous allons maintenant passer à une autre forme de questionnement avec Taïb, qui va nous présenter un questionnaire de Proust. Le principe, je vais laisser Taïb l'expliquer. Bonsoir, Monsieur le ministre. Oui, ce pauvre questionnaire, il a beaucoup vieilli. Hein. Peut-être pas mal, mais il a vieilli en tout cas. Bonsoir, Monsieur le ministre. Alors, je vais vous expliquer très rapidement les règles du jeu. Vous allez avoir devant vous une affirmation, une phrase que vous devrez compléter, ou une question à laquelle vous devrez répondre. Voilà, c'est simple. Et l'idée, c'est que vous répondiez de façon rapide pour qu'on puisse cerner un peu plus votre personnalité. Tout est clair? Oui, ça ne veut pas dire que je suis enthousiaste à l'idée de participer, mais... C'est parti. Alors, quelle est pour vous la plus grande vertu d'homme d'État? On a dit rapidement. Oui, mais sachez que je ne suis, dans ce domaine-là, absolument pas soucieux de vous faire plaisir. C'est entendu. Alors, je dirais d'abord ce que disait Mitterrand, parce que ça mérite d'être cité. Lui disait l'indifférence. Et je pense qu'Emmanuel Macron pense aujourd'hui exactement la même chose. Moi, je dirais l'exigence. Votre pire défaut? Je ne suis pas du tout obéissant. J'ai vu ça. Quel événement historique vous inspire le plus? Ça reste la Révolution française. Quel est le lieu où vous retrouvez le plus de sérénité? À Paris, le bois de Boulogne, où je sévis tous les matins.
Sympa. L'injustice. Je vois que dans la salle, il y a des esprits qui sont particulièrement mal intentionnés. Pas de commentaire. L'injustice qui vous révolte le plus? Toutes me révoltent. Toutes. J'ai pas de. Je n'avance pas dans la vie avec un double décimètre pour compter la nature des injustices. Toutes les injustices me révoltent. Si vous deviez résumer la France en un seul mot, ce serait? La grandeur. Quel livre vous a accompagné comme compagnon de route? Parce que j'ai envie de vous le faire lire. C'est un livre de fragments, donc c'est un peu comme une série Netflix. Feuillet d'hypnose de René Char. Très bien. Son carnet de route de résistance. Si vous deviez dîner avec une figure du passé, qui choisiriez-vous? Je serais très heureux d'inviter à dîner Jacques Chirac. Mais Clovis, j'aimerais bien voir la gueule qu'il a. Au Bois de Boulogne. Par exemple. Le plus beau mot de la langue française est? Amour. Classique. Si vous n'aviez pas choisi la politique, quel chemin auriez-vous choisi? Comme j'ai pas choisi la politique, le chemin que j'ai choisi. 1-0. Quelle qualité admirez-vous le plus chez un poète? La capacité à confronter le malheur. Votre drogue favorite? La course à pied. Votre devise? Alors, je vous dirais la devise de ma famille, ça paraît complètement con, mais c'est maintenir. Votre état d'esprit après ce questionnaire, c'est la dernière. Révolté. Très bien, merci beaucoup. On va dès à présent passer à une session de questions-réponses, donc avec vous, maintenant le public. On a des micros qui vont passer, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Donc voilà, j'en ai une juste là. Théophile va gérer. Bonjour. Bonjour, bonsoir même. Tout d'abord, tout à l'heure, vous avez dit qu'une fin de quinquennat valait bien une messe. Bon, belle référence Henri IV. Mais pour vous, est-ce que 2027, la présidence, ça vaut une messe? Ça vaut un combat, en tout cas. Ça vaut un combat. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé que l'engagement politique, comme tous les engagements de la vie, ne valait que par les combats que cela nous permettait de livrer. Et je n'ai absolument pas le souci de regarder les bénéfices qu'on peut tirer d'un combat, les avantages, la réussite que cela peut offrir. D'autant plus que, je ne sais pas si les uns et les autres ont vu l'Armée des Ombres, la plupart des plus valeureux combattants n'arrivent jamais tout à fait au jour de la victoire. Mais se battre, donner le meilleur de lui-même, de soi-même, se confronter à ce qui constitue l'objet du combat, je trouve que c'est ce qui vous élève, c'est ce qui vous permet d'être au plus près de votre vérité personnelle. Arthur Rimbaud dénonçait dans un de ses poèmes de jeunesse les assis, avec un grand A. Ceux qui regardent passer les trains de la vie, ceux qui ne sont pas capables de remuer leurs tripes devant des événements qui les bouleversent. Moi, je crois qu'il ne faut pas être spectateur. Je crois que nous sommes dans un monde où on n'a pas le choix que d'aller vers l'événement, que de se confronter à l'événement. Et c'est en plus la source de joie immense. Le compagnonnage qui existe dans les combats que l'on mène, c'est quelque chose d'absolument unique parce qu'on touche à la vérité de la personne qui est à côté de soi. Et c'est peut-être ce qui a constitué le lien le plus fort que j'ai eu avec Jacques Chirac. Jacques Chirac me disait toujours, dans l'expérience de la vie qui a été la sienne, c'est celle de lieutenant en Algérie qui a été
la plus formatrice dans sa vie. Parce que dans un peloton, vous dépendez de tous, quel que soit le grade, quelle que soit l'origine. Vous dépendez de chacun des éléments de ce peloton. Votre vie est dans la main de chacun. Et cette solidarité absolue, puisque quand vous vous endormez au coin d'un feu, au milieu des Aurès, il faut être sûr de celui qui veille. Et donc, chacun porte la responsabilité de tous. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fort dans la vie, que d'être capable de connaître cet unisson, ce lien qui est un lien de vie, un lien existentiel qui nous unit aux autres dans un combat qui nous rassemble. Donc oui, je crois que nous sommes dans un temps de combat, nous sommes dans un temps où on peut choisir ces combats, parce qu'on peut décider d'aller à l'autre bout du monde et de s'engager pour des tas d'autres choses que le combat politique, mais on peut s'engager dans le combat social, le combat humanitaire. Mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté des combats. Et l'intranquillité, c'est sans doute le sentiment, même s'il est aussi brûlant qu'une aiguille chauffée à blanc, l'intranquillité, c'est peut-être le sentiment qui vous donne le plus le sentiment d'exister. Or, après tout, puisqu'on a la chance de vivre, autant le faire avec le plus d'intensité possible. Alors, bonjour, Monsieur Dominique de Villepin, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Il y a une information récemment qui m'a marqué, c'est qu'il y a 550 000 élus en France. On est le pays où il y a le plus d'élus en comptant les députés, les sénateurs, les maires et les élus locaux. Et il y a également Olivier Marleix qui nous alertait sur le fait qu'il y a une augmentation très forte des hauts fonctionnaires français et une diminution des fonctionnaires, notamment dans les milieux ruraux. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que la chose publique est en train de dériver dans le mauvais sens? Est-ce qu'elle prend trop de place en France? Je vous remercie. Vous avez raison de vous inquiéter de la représentation et de la répartition des effectifs de la fonction publique. Je pense que la partie de la fonction publique qui augmente le plus vite, aujourd'hui, c'est celle des collectivités territoriales. Et qu'il y a certainement une réflexion à mener pour que chaque partie de la fonction publique nationale, territoriale, puisse être affectée pour le meilleur service possible. Et c'est pour cela que ceux qui, comme Jean-Louis Borloo, remettent sur la table aujourd'hui la question de la décentralisation, voire davantage de la fédéralisation, ont raison de se poser ces questions d'administration. Je vous donne un exemple. Quelle est la bonne répartition des effectifs de police en France entre la police nationale, la police municipale et les grands pôles d'ordre public, comme par exemple ceux de la lutte contre les grands trafics? Comment faut-il répartir sur l'ensemble du territoire et à quel endroit sont-ils le mieux placés pour pouvoir servir la sécurité? Moi, j'étais très marqué en 2002, dans la campagne de Jacques Chirac, j'avais rédigé la partie concernant la sécurité. Puis, au moment de la formation du gouvernement, Jacques Chirac voulait que je sois ministre de l'Intérieur, et puis je n'avais pas tellement envie d'être ministre de l'Intérieur, donc j'ai lancé le nom à Jean-Pierre Raffarin de Nicolas Sarkozy, qui est donc devenu ministre de l'Intérieur. Mais une des décisions qui a été prise quand il est arrivé en 2002 a été de supprimer la police de proximité. Et c'est vrai que la police de proximité posait problème, telle qu'elle était utilisée. Mais je pense, par contre, qu'on a fait une énorme bêtise, et c'est pour ça que j'ai voulu, après, la rétablir. Donc, dans la répartition des effectifs, je crois qu'il faut se poser d'abord la question de la mission. Tout est une question de mission. On ne peut pas prendre la répartition des effectifs de la fonction publique sans penser la mission. Je donne un autre exemple aujourd'hui qui pose problème. Au sein du pôle santé, on a, il y a quelques années, fait une réforme pour dédoubler en quelque sorte la partie médicale et la partie administrative dans la gestion du secteur hospitalier, en confiant aux ARS, aux agences régionales de santé, le soin de gérer toute la partie administrative. Le résultat, c'est qu'il y a un surcoût considérable qui a résulté de ce dédoublement, dont on pensait qu'on aurait une économie. Donc on s'est trompé dans l'analyse qui a été faite. Donc là aussi,
quelle est la bonne répartition? Est-ce qu'un hôpital dirigé comme à l'époque par des mandarins, des grands professeurs, qui en même temps administraient l'hôpital, ne valait-il pas mieux qu'un système où il y a un dédoublement entre administration et secteur médical? Ce sont des choses complexes qu'il ne faut pas voir uniquement à travers l'approche numérique. Dernier exemple, l'école. On va avoir dans les prochaines années 300 000 postes en moins qui vont résulter de l'évolution démographique dans le secteur scolaire. Comment faut-il utiliser ces disponibilités de postes? Est-ce qu'il faut les supprimer? Est-ce qu'il faut dédoubler le nombre de professeurs devant les classes pour être plus efficace pour les élèves? Là aussi, il faut éviter, et la règle que je m'étais fixée quand j'étais Premier ministre, puisque j'ai eu la chance d'être Premier ministre entre 2005 et 2007, à un moment où pour la première fois, non pas François Bayrou, la première fois où on a mis la dette au cœur de la politique publique, et on a réussi à baisser de 2 points la dette entre 2005 et 2007, et réduire les déficits. On était à 2,5, c'est-à-dire que la position française en matière de dette et de déficit était meilleure que celle de l'Allemagne en 2007. Mais la règle qu'on s'était fixée, pas de rabot. Par contre, avec Jean-François Copé et Thierry Breton, on a fait un audit par fonction budgétaire de tout le budget de l'État. Et budget par budget, on a regardé ce qui était utile, ce qui était inutile, et donc, non pas avec un rabot, mais avec un scalpel, essayer de déterminer exactement les fonctions qui pouvaient être dégarnies et d'autres qui méritaient au contraire d'être renforcées. Donc, beaucoup se méfier des approches idéologiques, et l'approche numérique est souvent une approche idéologique, où dans une campagne électorale, c'est à qui taillera le plus abondamment dans les chiffres de la fonction publique, et le résultat, c'est qu'on provoque des catastrophes, parce que malgré tout, une infirmière, c'est une infirmière, un docteur, c'est un docteur. Vous connaissez le désert médical français dans beaucoup de régions. On ne peut pas faire dans ce domaine n'importe quoi pour des grands équilibres économiques. Et c'est exactement pareil dans un compte d'exploitation d'entreprise. Si on se contente de voir le compte d'une entreprise par grande masse, on provoque des catastrophes parce qu'on découvre après qu'on a touché à des choses dont la nécessité était beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Dans le contexte de crise que nous connaissons, avec une triple fragmentation à la fois de l'Assemblée et de l'opinion, pensez-vous que le modèle de la Ve République soit devenu obsolète? Non, je ne le crois pas du tout. Bien au contraire. Et la preuve, c'est que la Ve République, dont on a imaginé au départ qu'elle était taillée pour le seul général de Gaulle, eh bien, elle a servi pour Georges Pompidou, pour Valéry Giscard d'Estaing, et pour quelqu'un qui l'avait combattu, et on se rappelle de son livre « Le coup d'État permanent », François Mitterrand est rentré dans le costume de la Ve République. Donc je pense que ce n'est pas la Ve République qui pose problème. Par contre, il y a des évolutions politiques, des évolutions de la société française qui supposent des réglages dans la pratique institutionnelle. Je vous donne un seul exemple que je trouve pour ma part désolant. Quand, en 2022, nous nous sommes retrouvés devant une assemblée où il était évidemment impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir une majorité parlementaire qui soit donnée. Les 2 premiers ministres successifs, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, et c'était encore plus évident après avec Michel Barnier, François Bayrou et M. Lecornu, n'ont pas cherché à obtenir un vote de confiance de l'Assemblée. Donc ils ont fait une déclaration de politique générale, comme c'est la tradition, mais ils n'ont pas engagé leurs responsabilités. Le résultat, c'est que vous avez depuis 2022 des premiers ministres qui n'étaient pas en grande forme depuis que Nicolas Sarkozy avait qualifié François Fillon, son Premier ministre, de collaborateur, parce qu'ils étaient pris par l'hubris présidentielle. Mais à partir de 2022, le fait de ne pas solliciter la confiance de l'Assemblée nationale fait que la légitimité du Premier ministre, qui est toujours une légitimité difficile à apprécier, parce que pour l'essentiel, le Premier ministre, il est nommé par le Président de la République.
Donc, il est nommé par le président de la République, donc cette légitimité-là, elle est indirecte. Elle provient de la légitimité présidentielle. Mais dans le système traditionnel de la Ve, dès lors qu'il y a un vote de confiance de l'Assemblée, il s'y ajoute, par la confiance de l'Assemblée nationale, une légitimité propre qui fait qu'il y a d'un côté le président de la République avec sa majorité présidentielle et de l'autre le Premier ministre, chef de la majorité parlementaire, quand il est adoubé par une majorité à la Chambre. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et je pense qu'on aurait dû imposer à Elisabeth Borne et à Gabriel Attal de prendre le temps, puisque c'est l'exercice que font tous nos voisins, les Allemands, les Anglais, c'est de prendre le temps de pouvoir constituer une majorité de projets à partir d'un compromis, à partir de règles écrites ou non écrites, qui font qu'ils soutiennent ce gouvernement moyennant un certain nombre de projets de loi, moyennant un certain nombre de réformes. Et à partir du moment où il n'y avait plus ce contrat de gouvernement avec une presque majorité, eh bien on a vu que la situation devenait de plus en plus intenable jusqu'à aujourd'hui, cette instabilité de gouvernement qui ne tiennent guère de plus que quelques semaines ou quelques mois. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Le Premier ministre. Le plaisir de vous adresser cette question ce soir est immense pour moi, parce que vous êtes quelqu'un de fort. Vous incarnez à vous tout seul une certaine idée de l'État, donc un État qui pour nous est certes lointain, mais qui, au vu de la situation d'aujourd'hui, est un État serein, un État calme, un État doux. Vous avez occupé des fonctions très importantes, vous avez été nommé, mais jamais élu. Est-ce que votre retour sur le devant de la scène politique, est-ce qu'on doit le considérer comme un mouvement, une considération de force de votre part, ou au contraire un aveu de faiblesse d'un État qui est obligé de se tourner vers le passé pour chercher des figures fortes, manque d'en avoir aujourd'hui, et faiblesse d'un homme qui cherche potentiellement une certaine légitimité via le suffrage universel direct? Alors, vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez ce très très beau film de Stanley Kubrick sur la guerre de 14, sur les mutins de 1917. Pour ceux qui ont connu de près la guerre de 14, j'allais dire c'est presque mon cas, parce que mes deux grands-pères l'ont fait, mes deux grands-oncles sont morts dans cette guerre, et beaucoup d'autres dans ma famille. Et la caractéristique de la guerre de 14, dans la période des tranchées, c'était qu'à un coup de sifflet, celui qui était censé être le chef sortait de la tranchée, 9 fois sur 10, il se prenait une balle en pleine tête, et tous les autres étaient censés suivre. Jusqu'au moment où, dans cette année 17, les autres avaient compris, compte tenu de la bêtise du commandement, que sortir de la tranchée pour se faire liquider au maximum à 1 mètre du départ de la tranchée, il y avait quelque chose d'absurde. C'est l'offensive Nivelle auquel j'ai fait référence il y a quelques jours dans un post. L'offensive dictée par le général Nivelle dans cette période. Eh bien, la politique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des situations où vous êtes amené à sortir de la tranchée sans vous poser la question de savoir si vous ferez 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres ou 20 mètres. Ce qui compte, et je garde toujours cette fin de paragraphe d'Arthur Rimbaud dans Une saison en enfer, où il dit « D'autres horribles travailleurs viendront ». On se lève, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que si on se lève, d'autres suivront. Et je pense que tout combat doit se faire dans cet esprit-là. Moi, je ne viens pas pour faire le joli cœur dans la politique 18 ans plus tard. Je ne viens pas pour gagner des galons qui ne m'ont jamais intéressé, ni une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur que je ne porte pas. Je viens parce que j'estime que c'est mon devoir. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Ah, un petit mot doux. On attendait ça. Mesdames et messieurs, la conférence touche à sa fin. Une fois encore, merci beaucoup, Monsieur de Villepin, d'avoir accepté notre invitation. Merci encore une fois à nos partenaires, le SCP et la maison de Champagne-Panier. Cher public, merci d'être venus si nombreux.
Cette conférence n'est que le début d'une très belle saison à Tribune. Et j'ai la joie de déjà pouvoir vous donner rendez-vous dans 2 semaines, le mercredi 22 octobre, pour une nouvelle conférence. À bientôt à Tribune. Merci.